Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue à notre émission Sportez-vous bien. C'est vrai que ça fait plusieurs lundis que nous n'avons pas fait cette émission parce que vous le savez, la crise sanitaire oblige. Donc ce soir nous sommes bien là et avec moi pour présenter cette émission, Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément et heureux de se retrouver sur le plateau, ça nous manquait. Absolument. C'est vrai que Gisèle n'est pas là ce soir, peut-être qu'elle est en train de fuir les arcades de Titiri. Non, mais ça c'est... Clément, ça, je ne vais pas tenir la chandelle entre Gisèle et toi, non. Ça c'est les autres qui l'ont, mais pas la mélanger. Notre invité est en train de rire, mais c'est de quoi il s'agit. Bonsoir René Méry, président du CETOSMA. Bonsoir Clément, bonsoir à tous. Bonsoir à Antonio Arsène, le responsable de la DRAGES. Bonsoir à tous, bonsoir Clément, bonsoir à tous. Et bonsoir M. Duquesne, vice-président de la Ligue de football. Bonsoir Clément, bonsoir à tout le monde. Donc, avant de commencer, permettez-moi de remercier Manuela et Grégory qui ont présenté cette émission. Alors, on va commencer avec le CETOSMA. C'est vrai que ce matin, président, il y avait une conférence de presse avec les présidents de la Ligue et comité. Quelles étaient les raisons? Ce matin, nous étions une vingtaine de présidents représentants de comités de Ligue pour dire notre angoisse par rapport à l'application du pass vaccinal et dire qu'aujourd'hui, le temps nous manque. C'est vrai que nous ne sommes pas contre l'application de ce pass vaccinal, mais il faut nous donner du temps. Nous étions organisés, nous avions mis en place un certain nombre d'organisations au niveau des compétitions, au niveau de la réglementation des compétitions pour nous permettre de fonctionner dans ce cadre du pass sanitaire. Et parce que nous savons qu'au niveau de nos associations, nous avons un certain nombre de bénévoles, en particulier un certain nombre de licenciés, qui sont contre la vaccination. Et on avait réussi à trouver un compromis qui a permis au sport de reprendre, qui a permis aux compétitions de se faire, qui a permis aux gens de revenir vers les clubs, vers les stades, vers les lieux d'entraînement. L'application du pass vaccinal casse tout ça. Parce que derrière, il nous faut du temps. Il nous faut du temps pour revoir toutes nos organisations. Je dis un calendrier où on a pris 2 mois pour le faire, c'est pas un mois qu'on va tout refaire en disant on change et puis on va mettre en place de nouveaux tests, de nouveaux vérifier de manière différente. Sachant qu'en plus, nous avons le couvre-feu qui fait qu'à 20h, je dis 20h, mais même 19h, un certain nombre les stades sont fermés, les gymnases sont fermés. Et donc, toute l'activité, en particulier des seniors, est partie à la trappe. Donc, double peine qui fait que nous sommes dans l'incapacité de garantir l'organisation de manifestations à mi-mars. Et d'ailleurs, je sais que nous avons le vice-président de la Ligue de foot, mais le foot a déjà annoncé la donne en disant que si on ne trouve pas une autre solution, il n'y a plus de foot à la fin du mois de mars. On va y revenir. Voilà. C'est vrai aussi que quand on regarde dans toutes les ligues, on s'aperçoit que au moins 80% des licenciés ne se sont pas représentés. Oui, les licenciés ne se sont pas représentés, mais ça, on a acté ça en début de saison. Mais on a commencé, on a essayé de convaincre, on a discuté, on a vu les uns les autres en disant, on met en place des organisations particulières, mais revenez, parce que derrière, on a certes les licenciés, mais sans les bénévoles qui encadrent, sans les techniciens, je vais recevoir des licenciés, mais je n'aurai personne pour pouvoir les accueillir et les faire travailler. Donc, on est sur ça. Et ce que je disais, j'en parlais tout à l'heure, nous sommes des bénévoles. Un bénévole, il vient, il fonctionne par passion. Et on ne peut pas lui dire fait. Non, il faut le convaincre, il faut le persuader. Donc, de la même façon, on est des passionnés pour un oui, on est des passionnés aussi pour le non. Ça veut dire que quand vous avez des représentants de clubs qui vous disent, parce que c'est leur conviction, qu'ils sont contre le vaccin, on peut le comprendre, on peut l'entendre. Donc, si vous le forcez, c'est le club qui s'arrête pour les vaccinés et les non-vaccinés. Donc, c'est une organisation et c'est une prise, une attention particulière. Nous ne sommes pas dans le monde de l'entreprise, même si le sport aujourd'hui a un impact au niveau du tissu économique qui est important, mais on ne les manage pas de la même façon. Alors, vous devez avoir une audience avec le préfet bientôt. Quelles sont les revendications que vous allez lui soumettre? C'est-à-dire qu'on va demander d'abord au préfet la possibilité
continuer le pass sanitaire, puisque nous sommes organisés, de nous donner du temps pour pouvoir se revoir les uns les autres et voir comment on peut réaménager nos calendriers, réaménager nos compétitions, revoir nos organisations. Donc du temps pour prolonger le pass sanitaire avec bien sûr la prise en charge des tests, parce que ça veut dire pass sanitaire, ça veut dire qu'on continue. Nous avons des parents, nous avons des bénévoles, nous avons des jeunes qui vont se faire tester 2-3 fois et ils préfèrent cela pour venir en club. Donc il y a ça. Il y a également le décalage de l'heure du couvre-feu pour le passer à 22h et ça le plus tôt possible. Parce qu'aujourd'hui, si on veut ne serait-ce qu'arriver à remettre les choses dans l'ordre, il faut nous permettre de rajouter des heures. Là, si il faut augmenter, par exemple, le nombre de compétitions, le nombre de manifestations, si je fais juste à 6h30, c'est mission impossible. Donc, il nous faut permettre éventuellement de retrouver les manifestations que nous avions en soirée pour le foot, pour le hand, pour le volley, etc. L'après-midi, ce sont les jeunes, les équipes juniors et seniors. Non, c'est mort. Donc, il y a ça. Et puis également, un accompagnement financier. Un accompagnement financier parce que quand on a perdu 50% de ses licenciés, ça veut dire qu'on a perdu une grande partie de ses recettes. Et par contre, on paye toujours le loyer, on paye toujours ses cadres, on paye toujours un certain nombre de choses avec moins de recettes. Et puis, on a, malgré tout, pour un certain nombre de sports, du haut niveau. Ça veut dire que si je ne peux pas entraîner les jeunes sur place, ça veut dire que je fais également une croix sur le haut niveau futur. Donc, c'est l'accompagnement en termes des clubs et des structures par rapport à cette perte financière. Et puis, le Covid a imposé de nouvelles règles. La mise en place de RP provisoire, ça veut dire qu'il faut que je mette des barrières il faut que j'augmente les tests, etc. Donc, c'est un coût supplémentaire qu'on n'avait pas avant. Et puis, enfin, il faut qu'on repense l'avenir, puisque nous sommes de toute façon dans un mode post-Covid, ou post-Covid avec le Covid, il faudra faire avec, et il faudra réinventer notre pratique. D'une autre façon, peut-être dégager des pratiques qui sont peut-être plus agréables, mais du coup, ça demande également des investissements, et puis profiter de ce temps où nous avons nos cadres qui sont, pour certains clubs, en mi-temps, parce que derrière, il manque des licenciés, la possibilité de remettre en formation. Voilà, il faut profiter de ce temps également pour être prêt si jamais la saison redémarre. Alors, je vais vers Arsène Antonio, qui est le représentant de l'État ici. Comment réagissez-vous par rapport aux propos du président du CETOSMA ? Alors, chacun est dans son rôle. Le président du CETOSMA, il porte la parole du mouvement sportif. Et nous sommes le service de l'État qui accompagne le mouvement sportif. C'est la délégation régionale académique à l'engagement, à la jeunesse et au sport. Donc c'est le service de proximité de l'État qui est auprès du mouvement sportif, mais pas que, auprès des associations, auprès de la jeunesse, sur les certifications, donc la professionnalisation du mouvement sportif et du mouvement associatif dans le cadre de la jeunesse et du mouvement sportif. Donc on entend cette problématique-là. Nous les avons rencontrées puisque depuis le début de la crise Covid, on a eu de cesse, avant quand on était DGSCS, mais de continuer en tant que DRAGES, d'avoir ces temps formels, puisque l'année dernière, pas moins d'une vingtaine de réunions tous les mercredis pour suivre, porter des informations. Un groupe un peu plus agile sur des réseaux sociaux, WhatsApp, pour ne pas le nommer, pour interagir avec les ligues, clubs et organisateurs, pour entendre, prendre le pouls, proposer, remonter leur information et puis accompagner la lecture de ces décrets et arrêtés, de les mettre un peu qu'ils soient plus digestes et qu'on puisse avoir la pratique autant qu'elle est possible et le plus souvent possible. C'est vraiment ça. Alors, comment peut intervenir la DRAGES par rapport à cette situation pour les ligues et les comités ? Est-ce que vous intervenez financièrement Bien sûr. En fait, on accompagne le mouvement sportif et le directeur de la DRAGES, Alain Chevalier, et le chef du pôle sport, Eric Privat, remontent ces doléances-là, notamment sur le Fonds territorial de solidarité. C'est un fonds qui a été créé depuis 2020
L'enveloppe de Martinique était sur 350 000 euros pour accompagner le mouvement sportif, notamment sur les surcoûts liés à, comme on parlait le président de CETOSMA, sur des fois du personnel de gardiennage qui n'était pas prévu initialement dans les organisations, mais aussi une baisse d'activité, des arrêts de pratique, une professionnalisation, donc un accompagnement sur l'emploi sportif qui est la Ligue de football en sait bien quelque chose, et d'autres ligues, mais des clubs aussi qu'on accompagne sur ces problématiques-là, avec un jeune, une solution qui était la problématique qui a fait apparaître le Covid, qui n'était pas forcément tout à fait adapté à nos problématiques d'emploi sur l'île, puisque là j'étais 24 et on a réussi à le ramener en prenant en compte les retours des bilans d'évaluation des présidents de clubs, de ligues et de ce mouvement sportif-là à une trentaine d'années. Donc voilà un petit peu cet accompagnement au quotidien qui, comme on sait, voilà, l'idée c'est qu'on reprenne la plus grande pratique possible et surtout saluer l'engagement de ces bénévoles qui, depuis 2 ans, font montre de beaucoup d'engagement, plus qu'ils n'en avaient déjà, beaucoup de la volonté toujours, de l'envie, et puis ils sont bienveillants. En bon père de famille, et c'est la marque du mouvement sportif aussi, mais ils le diront mieux que moi, d'avoir envie que toutes les tranches d'âge puissent pratiquer. Et ils l'ont fait avec beaucoup d'abnégation, de résilience, d'agilité, d'adaptation, dans des temps qui ne sont pas forcément très longs, hein. Et on a vu de l'innovation aussi. Et ça aussi, il faut le noter parce que sur la Martinique, il y a de gros efforts, il y a beaucoup de volonté. Et quand on passe vérifier, on voit qu'ils mettent tout pour au service de la pratique, au service de leurs pratiquants. Et voilà, je voulais saluer cet engagement-là parce que dans ces moments qui ne sont pas simples, on a des hommes et des femmes qui sont là tous les jours et qui ont des réflexions qui n'étaient pas venus pour ça. Et cette crise, elle nous tombe tous dessus et il faut faire face et trouver les meilleures solutions possibles. Alors, monsieur le vice-président de la Ligue de football, vous avez entendu les propos du président du CETOSMA, de la DGAGES. On sait les problématiques que vous avez pour le football. Comment réagissez-vous? Écoutez, aujourd'hui, les choses sont assez simples, hein. Il y a une loi qui est passée, le pass vaccinal. Celle-ci a été décalée pour la Martinique compte tenu de la situation du nombre de vaccinés sur l'île. Elle va prendre effet le 14 mars. C'est le signal d'arrêt. Il faut le considérer comme cela. Le football a eu l'impression de toujours courir derrière cette situation. Nous avons commencé une saison sportive en septembre avec un couvre-feu qui était déjà en place depuis plusieurs semaines, hein, avec des restrictions assez importantes en termes d'entraînement, puisque c'est progressivement que ça a été libéré. Les clubs ont fait de gros efforts pour pouvoir, malgré tout, dès que ça a été libéré mi-octobre, pouvoir reprendre les activités. Et puis très peu de temps après, il y a, avec évidemment ce fameux pass vaccinal qui a évolué. Hein, de 72 heures, on est passé à 24 heures. Et puis de 24 heures, on est passé à pass vaccinal. Donc vous voyez, on est tout le temps en train de courir derrière les informations et tout ça en 6 mois. Donc c'est difficile. Donc nous avons une réunion avec les clubs samedi matin. Et après avoir fait une enquête sanitaire, il s'avère qu'il n'y a aucune possibilité de continuer l'activité football après le 14 mars pour tous les 16 ans et plus. Ce n'est pas faisable. Donc on essaiera de trouver des solutions pour au moins donner des possibilités de jouer jusqu'au 14 mars, compte tenu du couvre-feu qui est encore en place. Hein. Donc l'activité senior, comme le disait le président du CETOSMA, avec tous les efforts des associations, avec les efforts des licenciés eux-mêmes, hein, qui s'adaptent à cette situation en sortant un peu plus tôt de leur travail pour essayer de continuer leur activité, ça va prendre fin. Nous souhaitons évidemment continuer. Hein, si évidemment des clubs pouvaient prétendre
à jouer au-delà du 14 mars avec le pass vaccinal, il est évident que nous allons continuer l'activité avec les clubs qui ont le pass vaccinal. Il n'y a pas de doute là pour nous. Nous sommes en charge du football et nous allons faire notre possible pour pouvoir continuer. Mais on ne peut pas continuer sans acteurs. C'est une équation qui est très simple à résoudre. Donc si la saison s'arrêtait au 14 mars, comment allez-vous organiser la fin de ce championnat? Ben, écoutez, déjà, ce ne sera pas une fin de championnat, c'est un arrêt des compétitions. Le championnat... Est-ce qu'il y aura, après les passes allées, vous allez désigner un champion? Parce que ça se fait pour la Fédé. On n'en est pas encore à ce stade à savoir comment va être liquidée la compétition. Nous prenons de plein fouet cette décision d'application du pass vaccinal. Nous nous en doutions que ce sera appliqué tout le temps. On avait imaginé un petit peu comme le CETOSMA que le temps serait un peu plus long pour pouvoir permettre d'avancer dans la pratique. Mais bon, les autorités en ont décidé autrement. On se plie à cette décision. C'est une loi. Je note quand même qu'en Guadeloupe, il y a déjà, me semble-t-il, l'autorisation de lever du couvre-feu. Donc, bon, ils sont un petit peu dans la même situation que nous. Ce sont des choses qui perturbent à la fois le bon sens des uns et des autres, en se disant, si on est dans la même situation, pourquoi il y a des différences d'appréciation. Mais bon, après, la loi, c'est la loi. Il faut l'appliquer, il faut la suivre et nous allons la respecter. Donc après, il n'y a pas que les seniors. Nous allons continuer l'activité avec les jeunes et ceux qui ne sont pas soumis au pass vaccinal, tout en sachant quand même que l'activité économique des associations et même de la Ligue est en péril. Parce que ce sont, comme disait le président des bénévoles, mais des bénévoles qui ont des fois des indemnités pour pouvoir encadrer ces jeunes et sans ressources de recettes de match notamment, ou voire même de recettes de buvettes, comme l'a précisé le président de l'Aiglon récemment à un autre média. Vous coupez tout de suite la possibilité aux associations de pouvoir continuer à exercer, sauf à donner gratuitement de leur temps. Ça devient compliqué. C'est vrai aussi qu'à chaque journée, on s'aperçoit qu'il y a au moins 4 à 6 matchs qui ont été reportés pour cause sanitaire. Oui, écoutez, là encore, les protocoles que nous devons suivre, étant donné que nous sommes affiliés à la Fédération française de football, sont très stricts. Vous avez des cas de Covid dans une association, il y a un protocole à suivre, la déclaration à la Ligue, mais aussi à l'ARS d'ailleurs, puisque ce n'est pas que l'affaire du football, c'est l'affaire de la société tout entière. Et dès lors que vous avez des cas Covid, s'installe le protocole, les cas de contact, l'isolement, etc. Donc vous avez nécessairement des activités qui sont touchées, et le football en est touché, puisque c'est une activité qui a la chance ou la malchance aujourd'hui dans la tranche d'âge la plus touchée en termes de circulation du virus, même si la plupart sont souvent asymptomatiques. Malgré tout, on tient à respecter ces protocoles pour éviter la propagation du virus. C'est notre rôle aussi. Alors c'est vrai qu'il y a des protocoles qui ont été mis en place. Est-ce qu'au niveau de la DRAGES, vous contrôlez dans les différents terrains si ça a été fait? Bien sûr, depuis mai 2020, parce qu'il faut remonter dans l'organisation, nous avons accompagné les comités. Il faut savoir que fin août 2020, la première chose, c'était de voir si les compétitions pouvaient recommencer. Donc on s'est appuyé sur les protocoles nationaux pour dire qu'il y en a. Et en chaque ligue, chaque club, depuis mai 2020, devait désigner un référent Covid, appliquer ces protocoles-là. Et donc sur l'année 2021, nous sommes venus en appui, mais en contrôle pédagogique, parce que c'est ça l'idée aussi, pour accompagner le mouvement sportif. L'activité qui a été le plus contrôlée, entre guillemets, parce que elle a le plus de licenciés, le plus de rencontres, c'est le football, qui était sur une trentaine de manifestations contrôlées. Qu'on parle de Régional 3, qu'on parle de Régional 1, mais de compétitions préparatoires au CONCACAF ou finalité pour la Coupe de France, par exemple. Sur le football, et puis le sport collectif, donc le handball,
Et après, chaque discipline individuelle ont été l'équitation, pour nommer celles qui ne sont pas souvent. Et puis, quand les sports mécaniques, tous celles qui étaient sur l'espace public qui ne pouvaient pas reprendre, ont repris aussi. On les a accompagnés sur les protocoles. Cette mise en place de bulles sanitaires qui ont été adaptées aux conditions pragmatiques pour qu'elles se fassent sur la Martinique. Ça aussi. Et en aller-retour, parce que l'idée aussi c'est de venir, c'est de comprendre entre le texte qui a été écrit comment on peut arriver à quelque chose de avec le retour des pratiquants, parce que aussi et tous les protocoles quels qu'ils soient ont ces allers-retours là. Donc pour avoir suivi de manière très quotidienne les protocoles nationaux aussi, on était sur cette périphérie d'aller-retour pour coller à quelque chose de pratique, pragmatique, qui se construisait en marchant, parce que c'est pas cette pandémie-là, on n'a pas vu venir entre guillemets sur cet impact aussi long sur les pratiques. L'ensemble des disciplines se sont adaptées, l'ensemble des ligues et des comités et des pratiquants se sont adaptés et continuent à s'adapter. Et ça, il faut parce que le sport, et ils le savent mieux que moi, c'est un bien-être physique, mental, et c'est un socle pour être tout simplement continuer à être épanoui. Alors, René Méril, vous êtes aussi président de la Ligue d'escrime. Est-ce que vous êtes impacté par cette situation et comment vous gérez? Ah oui, on est impacté. Je regardais encore les chiffres ce matin. On a perdu près de la moitié de nos licenciés sur l'année, même pas en début de saison. Alors, l'impact est variable. Ça veut dire que nous avons des associations qui fonctionnent et puis d'autres qui sont à l'arrêt. Donc, sauf qu'à un moment bon, l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes un sport individuel, donc l'impact est moindre que par rapport à un sport collectif. Mais malgré tout, on fonctionne. Alors, c'est vrai que, et c'est là où je dis, c'est la mise en place d'une pédagogie. Ça veut dire qu'en début de saison, on avait un seul club qui avait repris. Sous les 4, les 3 autres avaient dit non, on ne peut pas, c'est trop compliqué de mettre en place le pass sanitaire, on arrête, etc. Il y avait un club qui avait repris et qui a montré aux autres que c'était possible de reprendre. Donc ils s'étaient organisés, ils avaient mis en place des contrôles au niveau des entrées, on était toujours sur le pass sanitaire, les contrôles de température, les autotests, etc. Et ça avait permis déjà d'envoyer nos équipes sur le haut niveau national et d'entrer au niveau des circuits pour les sélections de championnat de France. Et en fait, c'est la valeur de l'exemple. La valeur de l'exemple a montré aux autres que, tiens, lui, là, il peut. Il s'est organisé comme ça, donc finalement, ce n'est pas si compliqué. Et les autres clubs sont venus. Alors, il y a des clubs qui ont repris la saison en janvier. Et la première grosse manifestation qu'on a eue, c'était un championnat anti-Guyane où on avait 80 tireurs de Martinique, Guadeloupe, Guyane, qui s'est très bien passé. Mais toujours dans le cadre d'un fonctionnement sanitaire par la valeur de l'exemple, en montrant que finalement, même si, donc c'est vrai qu'on avait une infirmière donc pour pouvoir tester tout le monde, etc. Mais dans le lot, nous avions des tireurs qui, parce que c'était pas encore l'application du pass vaccinal, prenaient leur test pour prendre l'avion, prenaient le test avant la compétition, même au niveau national. L'organisation fonctionnait. Il y a 10 jours, nous avons une équipe qui partait pour un deuxième circuit national avec l'application du pass vaccinal. Il y a un tireur qui m'a dit, c'est vaccin, je ne pars pas. Alors qu'il était engagé dans un parcours de haut niveau. Il a dit, les parents m'ont dit, mon fils n'est pas un cobaye. C'est leur choix. Mais ça veut dire que du coup, j'ai aussi des clubs où la majorité du comité directeur n'est pas vacciné. Comment ce club va continuer à fonctionner? C'est pourquoi on dit, c'est nous donner du temps pour que la valeur de l'exemple continue à porter ses fruits. Pour que derrière, on puisse y aller tranquillement vers... Puisqu'on sait que la pratique du haut niveau, c'est que de toute façon, quand on se déplace sur l'Hexagone, quand on se déplace sur d'autres, c'est le pass vaccinal. Donc, on est contraint pour ça. Mais il faut aussi donner autant aux mentalités d'évoluer, aux gens d'accepter cette situation. Est-ce que vous avez eu de nouveaux clubs? Non. Déjà, on a essayé de sauver ceux qui étaient déjà là. Donc, voilà.
Alors, du coup, est-ce qu'au football, vous avez perdu des licenciés ou vous avez perdu des clubs aussi? Les combinations ne sont pas réaffiliées? Non, il n'y a pas d'absence de réaffiliation. On a malheureusement pas pu, au contraire, sur l'activité senior, engranger la naissance de 2 sections seniors, notamment à la SPTT et puis notre association. Le nom m'échappe, c'est pas bien grave. Ils ont préféré reculer compte tenu de la situation à l'époque où il s'agissait à cette époque de faire que des tests à 72 heures. Et là, il y avait effectivement une réticence à faire les tests, mais la valeur de l'exemple, j'aime bien cette expression, Président, je vais la retenir, c'est que oui, les clubs ont montré qu'ils étaient en capacité d'aller vers cette excellence, vers cette mise en place, de convaincre les bénévoles pour pouvoir avancer. Mais je le répète, on a toujours eu l'impression qu'on était dans une course-poursuite sans jamais atteindre l'objectif. On est passé de 72 heures à 24 heures, de 24 heures à passe vaccinale. Donc là, c'est la démotivation qui s'accompagne de l'impossibilité de pouvoir jouer. Et puis pour ce qui est des licenciés, oui, la Ligue de football a perdu à peu près 50% de ses licenciés. C'est énorme, dans un pays où on sait que nous avons un taux de sédentarisation qui est important, de sédentarité qui est important, et dans un pays où on sait que le sport est aussi une valeur ajoutée. C'est un tout petit pays et pourtant on sort d'excellents sportifs. On est inquiet parce qu'il y aura une répercussion économique au sein des associations, mais au sein de la Ligue aussi. C'est quelque chose qui peut être catastrophique. Voilà. Justement, cette perte de licenciés, est-ce que ça n'aura pas une incidence sur les jeunes qui vont se dire qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que là, il n'y a pas une crainte à avoir? Mais je pense que c'est là notre plus grande crainte. Parce que souvent, les licenciés, c'est aussi les bénévoles. Parce que les bénévoles sont souvent les parents des licenciés. Donc, perte de licenciés entraîne forcément perte de bénévoles. Et puis, là, je rebondis sur l'impact social et psychosocial du sport qui permet de se sentir à un moment donné bien dans sa peau et d'évacuer le stress. Mais là, il y a un secteur qui va être sinistré, mais je n'ose même pas imaginer les conséquences. C'est tout le secteur handisport qui est encore beaucoup plus compliqué à organiser. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, le cadre technique du comité me disait les difficultés qu'il avait pour pouvoir mettre en place des manifestations et qu'en plus, avec le pass vaccinal, il ne savait pas comment il allait faire. Et là, je dirais, en termes de sociabilisation, en termes d'apaisement, ça va être dramatique. C'est vrai qu'avec le CETOSMA, vous avez mis en place le pass sport. Ça concerne qui? C'est quand même quelque chose de bien pour les jeunes. Effectivement, en fait, c'est un des éléments de la reprise et de la relance. Donc, il s'agit d'un dispositif qui concerne les jeunes qui sont allocataires de l'allocation de rentrée scolaire. Et donc, jusqu'à 16 ans et 17 ans maintenant, ils peuvent être sous présentation de ce document qui a été envoyé au mois de fin août, début septembre pour les parents qui étaient récipiendaires. Pour la Martinique, c'est 13 000 jeunes. Sur une enveloppe qui est aux alentours de 681 000 euros à la louche à peu près. Et donc l'idée, c'est de mobiliser et d'aider à la reprise, d'accompagner le mouvement sportif, parce que c'est les clubs qui reçoivent cette attestation, qui la rendent sur le dispositif de matérialisation qu'ils connaissent, c'est le compte asso. Et puis, c'est le CETOSMA qui est, et là c'est ce partenariat du mouvement sportif qui préfigure la continuité de la nouvelle organisation du sport, qui est l'opérateur sur la rétribution au club de cette enveloppe. Donc c'était prévu, la fin était novembre 2021. Il nous reste 22 jours à peu près, puisque c'est le 28 février, la date limite,
pour que ce pass sport, et pour le coup c'est un pass pour la pratique, pour tous ces jeunes et les parents et les associations qui doivent contacter ou le CETOSMA ou le site de la DRAGES sur lequel DRAGES Passeport. Il y a tous les éléments avec les contacts, avec des services civiques qui sont là pour accompagner la mise en main, la saisie informatique. Parce que des fois, vous savez que ça peut être un peu, et on parlait des bénévoles qui ont moins de temps, voilà. Là, on a toute une organisation avec 6 services civiques, une plateforme de à peu près 8 personnes qui sont au service d'association pour que dès qu'ils aient l'information, qu'ils aient le document, qu'on puisse mettre en musique cet élément qui aide ces clubs, ces bénévoles, ces parents, ces licenciés qui sont amoureux du sport, et ça, il faut qu'ils continuent à le faire dans le... Alors, est-ce que la Coupe de la Martinique, la Coupe Vive, les compétitions caribéennes pourront se faire? Eh bien, écoutez, donc de toute façon, nous allons dans un premier temps essayer de sacraliser les championnats jusqu'au 14 mars. Et puis, effectivement, nous avons la Coupe de la Martinique édition 2021 qui n'est toujours pas terminée. La Coupe Vive édition 2021 n'est toujours pas terminée. On a rencontré quand même une difficulté pour faire venir les Guyanais. J'écoutais attentivement, puisque quand ils ne sont pas vaccinés, il y a une période d'isolement de 7 jours. Donc, je ne sais pas comment ça se passe à l'escrime, s'ils ont pu bénéficier de... C'est des jeunes. Donc, voilà. Donc, malheureusement, pour les seniors, c'est bien ce qu'on dit. Pour les seniors, c'est un arrêt. Non, on ne va pas baisser les bras. On va essayer de trouver des solutions pour pouvoir terminer les compétitions. Mais nous le ferons avec peut-être les équipes qui le pourront. Ou si nous n'avons pas cette équipe, ça s'arrêtera. De toute façon, la loi va s'arrêter au 31 juillet. Donc, il faudra bien qu'un jour, on nous dise stop. Stop aux restrictions, donc pour qu'on puisse quand même un peu continuer à vivre et à reprendre. Trouver des solutions, président du CETOSMA. Quand vous allez voir le préfet, est-ce que vous allez le convaincre qu'il faut absolument repousser le couvre-feu? On va tout faire pour tenter de le convaincre. On sait qu'il a lui aussi une feuille de route et que notre marge de manœuvre est faible. Mais de toute façon, il faut arriver à le convaincre. Le monde sportif est un monde particulier, mais avec des impacts extrêmement importants. Et je n'aurais pas souhaité que le remède soit pire que le mal. Et que l'application du pass entraîne des conséquences qui soient beaucoup plus dommageables que mettre en place un report peut-être de mois, histoire d'avancer, de regarder. Mais il faut qu'on arrive à trouver une solution médiane pour pouvoir parce qu'en fait, comme je reprends ce que disait le vice-président de la Ligue de foot, on court après le temps. Et c'est épuisant. C'est-à-dire qu'on a à peine mis une organisation qu'il faut changer, on remet notre organisation, il faut changer. Et en fait, on est toujours... C'est de la persuasion. On n'est pas dans une entreprise où on change le règlement général et puis tout le monde l'applique du jour au lendemain parce que c'est le règlement général. Là, il faut convaincre. Parce que si nous sommes face à des bénévoles ou à l'essentiel, si tu n'es pas convaincu, ciao, au revoir. Et puis, on se retrouve... donc, on n'est pas dans le même mode de fonctionnement. Et pour nous, le temps a beaucoup plus d'importance. Alors, président, on sait que ça fait 2 ans qu'elle n'a pas eu lieu. La Nuit des Champions, est-ce qu'elle va avoir lieu? La Nuit des Champions, on a tout fait pour l'avoir. Donc, elle devrait se tenir, couvre-feu oblige, samedi prochain, le 19 février, de 12h à 19h. Voilà. Pour respecter. Mais ça va être une nuit des champions particulière, puisque sur 2020-2021, le sport a été amputé pour certaines disciplines. Donc, il était compliqué pour nous de mettre en avant certaines disciplines et pas les autres, parce que ce n'est pas de leur faute, elles n'ont pas pu avoir d'activité. Donc, nous allons mettre en avant les anciens champions des champions, c'est-à-dire depuis que la nuit des sports existe, donc faire cette espèce de rétrospective de nos meilleurs sportifs, puis savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus pour certains. On va faire quand même un petit focus sur les champions, les Martiniquais qui ont été soit champions du monde ou participé aux Jeux Olympiques, parce que le sport de haut niveau il y a eu les Jeux Olympiques entre-temps, donc c'est une question c'est pour les mettre en lumière. Et puis le temps fort, c'est vraiment de mettre en avant nos bénévoles. Donc on a demandé à chaque ligue et comité de nous désigner un bénévole, et ce sera
la mémoire du sport, donc la mémoire des bénévoles, parce qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, sans bénévoles, il n'y a pas de sport. Donc, c'est mettre en avant les bénévoles et on espère se retrouver tous ensemble. Alors, pass sanitaire oblige, parce que là, plus encore, on est dans une manifestation, donc on va garder les jauges, donc on va sur les capacités de salle, on sera à moitié, et puis c'est pass test, ça veut dire, même si c'est test obligatoire, même s'il n'y a pas de vaccinal. C'est-à-dire, comme on est dans certaines compétitions, même si j'ai mon vaccin, c'est test pour tout le monde de 24 heures. Comme ça, au moins, on est sûr que ceux qui sont là n'ont pas le... D'accord. Voilà, Donc, on fait la nuit des champions. Ok, donc est-ce qu'il y aura des nouveautés? Est-ce qu'on va s'attendre à du spectacle entre... Ce sera la surprise pour ceux qui y seront. Notre émission est presque arrivée à son terme. Ma dernière question sera pour vous trois la même. Quel serait votre souhait ou vos souhaits pour la nouvelle année, personnellement et pour le monde sportif? Commence par... Écoutez, ça peut-être que ce sera un petit peu banal, mais nous souhaitons vraiment que la situation sanitaire s'améliore, que nous puissions retrouver avec nos proches, nos amis et tous les Martiniquais une vie normale, tout simplement. Arsène? Pour emboîter le pas au vice-président de la Ligue de football, on est dans le même état d'esprit, c'est de tout faire pour que cette crise sanitaire qui nous impacte arrive à être derrière nous et qu'on puisse retrouver cette façon de vivre avec nos proches, qu'on évolue aussi dans cette nouvelle approche et que ce sport qui nous est tous cher et que les clubs, les parents, les bénévoles, les partenaires accompagnent, puissent se dérouler dans les conditions les plus satisfaisantes possibles, avec le plus grand nombre de participants et en toute sécurité. Et parce qu'il y a du potentiel, il y a de l'avenir, on est à moins de 2 ans, à 2 ans et demi des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, avoir cette perspective-là, mais aussi avoir ce sport pour le plus grand nombre et ce sport santé. Et le président du CETOSMA en a parlé, le public paralympique, le parasport, il faut que tous puissent pratiquer. Et ça, c'est un vœu cher qu'on accompagne et qu'on essaiera de retrouver dans des jours meilleurs. Monsieur le président du CETOSMA? Alors, tout d'abord, la santé. Vraiment, parce que la santé, c'est aujourd'hui le bien le plus précieux. Parce qu'il ne faut pas oublier le nombre de... Nous avons payé un lourd tribut au Covid. Un lourd tribut au Covid. Et là, je crois qu'il faut avoir une petite pensée pour tous nos proches qui sont partis. Et c'est aujourd'hui, plus que jamais, il est important de la préserver. Et puis, la résilience ou alors savoir affronter. Parce que je pense que le Covid s'est installé. Il s'est installé pour un certain nombre d'années. Mais il faut qu'on puisse maintenant apprendre à vivre avec, à retrouver malgré la peur qui nous anime, parfois les peurs de tomber malade, les peurs d'être contaminé, les peurs de ne pas savoir faire, les peurs de on ne va pas y arriver, que malgré tout on trouve cette résilience et cette force au sein de nous pour permettre justement au sport martiniquais de faire face et de revenir et se dire on va y arriver. Trouver des idées, trouver des imaginations pour pouvoir y faire. Et je crois que ce sont ces deux vœux, si ils sont exaucés, qui nous permettront de repartir. En tout cas, merci messieurs d'avoir répondu à mon invitation. René Méry, je rappelle que vous êtes président du CETOSMA. Antonio Arsène, représentant de la DRHS, de l'État. Duquesne, vice-président de la Ligue de football. Merci messieurs. Et avant de conclure, permettez-moi de remercier Manuela et Grégory pour avoir présenté cette émission. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Merci d'avoir reçu. Bonsoir à tous. Merci à tous.